Bonjour et bienvenue sur Résistance Historique. Dans ce nouvel épisode de France Glorieuse, nous allons revivre un haut fait encore inégalé à ce jour de la cavalerie française. Mais avant de se plonger dans cette bataille, laissez-moi vous présenter le premier partenaire de la chaîne. C'est un partenaire un peu spécial dans le sens où il ne s'agit pas d'un accord financier mais d'un échange de bons procédés avec ce dernier puisqu'il s'agit pour l'un et l'autre d'assurer la promotion de nos publications et produits sur nos réseaux respectifs. Cette collaboration s'inscrit dans la logique que je souhaite donner à la chaîne, celle de partenariat et de soutien aux artisans, industriels et autres producteurs français assurant leur production en France. La crise du Covid aura eu le mérite de montrer à celles et ceux qui ne voulaient pas le voir les effets désastreux de la fuite des moyens productifs du territoire français. Nous sommes devenus totalement dépendants d'autres pays et comme le disait De Gaulle, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts communs. S'il s'agit aujourd'hui de masques, de gants et de vaccins, je vous laisse imaginer la catastrophe en temps de guerre si nous nous en remettons au bon vouloir d'intérêts étrangers. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous présenter la marque Homme de l'Ouest assurant l'ensemble de sa production en France. Cette marque de t-shirt d'histoire met en avant les grands hommes de la civilisation occidentale. Vous pourrez arborer sur votre buste des personnages illustres tels que Napoléon, Achille, Raymond de Saint-Gilles, Auguste ou encore Saint-Louis. Ces imprimés sont tous inspirés d'œuvres mythiques du patrimoine pictural et sculptural européen. C'est la seule marque de t-shirt d'histoire made in France avec les labels Origine France et France Terre Textile. Son processus de fabrication est intégralement assuré en France dans les Hauts-de-France. Bonus, ils assurent la gratuité de la livraison en France métropolitaine. Sur leur site et sur leur réseau, vous pourrez vous plonger dans l'ambiance historique de ces t-shirts et apprécier pour chacun une page thématique où se mêlent poèmes, citations, peintures, musique, extraits de films pour pouvoir naviguer dans l'univers et l'ambiance d'une période, d'un personnage ou d'un événement historique. Au-delà d'un plaisir personnel, acheter Homme de l'Ouest, c'est soutenir l'artisanat français et participer, à son échelle et par la consommation, à la lutte pour la souveraineté de la production française. Vous trouverez tous les liens utiles de la marque en barre de description de la vidéo. Nous allons maintenant retourner à l'époque des guerres révolutionnaires et accompagner nos hussards dans ce fait d'armes exceptionnel qu'est la bataille du Helder. Cette bataille s'inscrit dans le cadre des guerres de la Révolution française ayant impliqué la France révolutionnaire contre d'autres pays européens, souvent coalisés, durant la période comprise entre 1792 et le traité d'Amiens de 1802. Caractérisés par une ferveur révolutionnaire et des innovations militaires, ces multiples campagnes sauvèrent le régime révolutionnaire français, pourtant confronté à une sérieuse opposition européenne. De surcroît, les victoires qui s'ensuivirent contribuèrent à étendre de façon significative l'emprise territoriale de la France. L'année 1794 voit un succès accru des armées révolutionnaires. Bien que l'invasion du Piémont ait échoué, la France chasse les armées espagnoles au cours de la guerre du Roussillon et pénètre en Catalogne. Le 26 juin, elle remporte une victoire à Fleurus, déjà évoquée sur la chaîne, ce qui lui permet d'occuper toute la Belgique et la Rhénanie. Le 18 octobre 1794, le général Charles Pichegru passe la Meuse et entre en Hollande. En janvier, il prend ses quartiers d'hiver à Amsterdam, capitale des Provinces-Unies, qui s'était émancipée 2 siècles plus tôt de la tutelle des Habsbourg. Les troupes françaises sont accueillies en libératrices par les patriotes, républicains, adeptes des Lumières et hostiles au Stadthouder, le gouverneur, Guillaume V d'Orange-Nassau, qu'ils soupçonnent de vouloir établir une monarchie. Tandis que le gouverneur s'enfuit en Angleterre, les Provinces-Unies sont rayées de la carte, avec les encouragements de la Convention, l'Assemblée révolutionnaire française. Amsterdam devient la capitale d'une république sœur de la France et prend le nom de République batave, d'après une ancienne peuplade germaine. En mer, au cours de la bataille du 13 prairial en 2, la flotte de l'Atlantique française réussit à faire échouer une tentative britannique d'interdire l'arrivée d'un convoi essentiel de céréales en provenance des États-Unis, mais au prix de la perte d'un quart de ses forces. En 1795, la Prusse et l'Espagne décident de faire la paix, et l'Espagne signe le traité de Bâle le 22 juillet 1795, qui cède la rive gauche du Rhin à la France et provoque le retrait des armées françaises d'au-delà des Pyrénées. Cela met fin à la période de crise de la Révolution. La Grande-Bretagne tente de soutenir les rebelles vendéens mais échoue et, à Paris, une tentative de renverser le gouvernement par la force fut mise en échec par la garnison menée par Napoléon Bonaparte, conduisant à l'établissement du Directoire. C'est entre le 21 et le 23 janvier 1795 que se déroula la bataille du Helder. Sous les ordres du général Delmas, la division du centre occupe le nord de la Hollande. Pichegru profite du froid intensif de l'hiver précoce pour pousser activement son offensive. Impraticable en été, la Hollande, couverte d'eau, n'était plus qu'une vaste plaine solide. Les cours d'eau, lacs, marais et bras de mer sont gelés. Les chariots et l'artillerie peuvent progresser sans danger.
une partie de la division, sous les ordres du général Salm, progresse sur Amsterdam et les villes du Nord. Le 20 janvier, le général Pichegru apprend que la flotte hollandaise est prise dans les glaces entre le Helder et les côtes de l'île du Texel. Il ordonne au général Winter, à la tête de l'avant-garde, de se diriger rapidement sur Haarlem. La ville est prise après une courte résistance. Alkmaar est atteint. Un détachement est de suite envoyé sur le Texel, à 10 lieues, sous les ordres du commandant Lahure, composé du 3e bataillon de tirailleurs, transporté en voiture requise, du 1er escadron du 8e hussards et de la 4e compagnie du 8e régiment d'artillerie légère. Ce sont ces unités qui marqueront l'histoire militaire avec un exploit inédit, la capture d'une flotte par une cavalerie. À l'aube du 21 janvier 1795, en mer de Frise, se déroule une bataille comme l'histoire n'en a jamais connue, ni avant ni après. Profitant d'un hiver glacial qui a gelé la mer, un escadron de hussards de l'armée française monte à l'assaut de la flotte hollandaise. Le Helder, en néerlandais Den Helder, est un port militaire des Pays-Bas de la Hollande septentrionale, basé sur le détroit de Marsdiep qui le sépare de l'île de Texel. L'hiver étant extrêmement rigoureux, les fleuves et les côtes étaient pris dans la glace. Le général de brigade, Jean-Guillaume de Winter, fut dépêché par Pichegru à la tête d'un détachement, celui du 8e régiment de hussards. Ce néerlandais, qui avait reçu une formation navale, servait la France depuis 1787 et commanda plus tard la flotte hollandaise à la bataille de Camp-Perdur. Il avait pour mission d'empêcher soit l'occupation du Helder par les Britanniques, soit que la flotte hollandaise, comprenant 15 navires, rejoigne la Grande-Bretagne. Il arriva dans la nuit du 4 Pluviose en 3, soit le 23 janvier 1795, accompagné de troupes d'infanterie. La flotte hollandaise était bien là, prise dans la glace. Quelques navires marchands et 14 beaux vaisseaux de ligne, avec un total de 850 canons inclinés sur le flanc. Une cantinière, la Mère Catherine, qui prit part aux guerres de 1792 à 1803, témoigne de ce fait d'armes. Il faut dire, petit, qu'il faisait un froid noir. C'était de la glace à perte de vue, et à une demi-lieue de nous, bien immobiles, empêtrés dans les glaçons, il y avait 14 vaisseaux de guerre hollandais et un tas de bateaux marchands. Je venais d'allumer mon feu pour préparer le café de la compagnie quand j'entendis un remue-ménage. C'était le commandant Lahure, avec une centaine de hussards, qui venait demander à notre capitaine un nombre de tirailleurs égal à ses cavaliers pour les faire monter en croupe derrière eux. Le froid était tel que 2 des hussards tombèrent de cheval. Lahure dit à mi-voix « Jamais ils n'iront jusqu'au bout. » « Mon commandant, lui dis-je, j'ai un petit tonneau d'eau-de-vie, du Schiedam comme ils l'appellent dans leur patois de Hollande. C'est chaud, ça gratte le gosier. En voulez-vous pour votre escadron et pour vos hommes? Vous me paierez lorsque vous reviendrez de là-bas. » Et mon petit tonneau n'a pas fait long feu. Hussards et fantassins n'ont pas mis un quart d'heure pour le vider, et à ma santé encore. 20 minutes après, l'escadron était en face des bateaux et les tirailleurs grimpaient à bord, comme des chats, le sabre aux dents. La flotte se rendait aux Français, tout cela à cause de mon tonneau de genièvre. Chaque hussard, donc, galopant sur la glace, avait embarqué un fantassin du 15e régiment d'infanterie légère en croupe. Après avoir pris les précautions nécessaires pour éviter que les sabots de chevaux ne réveillent les marins, le lieutenant-colonel Louis-Joseph Lahure lança l'assaut. La glace ne céda pas, et les navires hollandais furent pris à l'abordage par les chevaux qui escaladèrent les bordages. Les navires hollandais, ayant été figés, inclinés, leur artillerie pointait bien au-dessus de la cavalerie française et ne put servir à défendre les navires. Ils sommèrent les marins, surpris par tant d'audace, de se rendre. Après des pourparlers, la flotte se rend sans condition le 23 janvier 1795. Un navire anglais qui tentait de s'enfuir en se frayant un chemin dans la glace est arrêté par un détachement de hussards. La domination de la France sur les anciennes Provinces-Unies est complète. L'armée française a capturé 5 vaisseaux de ligne, 3 frégates et 6 corvettes, armés de 850 canons, et plusieurs navires marchands et leurs équipages. C'est un cas unique dans les annales militaires qu'une flotte soit capturée par une charge de cavalerie. Du côté humain, le bilan est idéal puisque l'affaire s'est faite sans coup férir. Si ce fait d'armes n'a en rien été décisif, il aurait eu le mérite de marquer l'imaginaire populaire et démontrer l'audace des troupes françaises. J'espère que cet épisode vous a plu, je vous retrouve bientôt pour vous présenter le premier Français à avoir fait le tour du monde en bateau. N'oubliez pas de faire un tour sur le site internet d'Hommes de l'Ouest. Je vous dis à bientôt sur Résistance Historique.